Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai travaillé de nuit dans un centre de recherche vide, et il y avait 8 règles. Je n'y travaille plus. Et non, avant que quelqu'un me demande, je ne peux pas dire où c'est, car j'ai signé une clause de confidentialité. Bien qu'après ce qui s'est passé, ce soit probablement la raison la moins importante. Pour donner un peu de contexte, je suis un écrivain en galère. Je travaillais dans un café de jour et j'étais trop épuisé pour écrire le soir, si bien que je n'écrivais plus du tout. Ces derniers mois, je cherchais des postes de gardiennage qui ne demandent pas trop de déplacement. Je sais, c'est peut-être un peu trop demandé. Je le savais même en cherchant. Mais par chance, je suis tombé sur une annonce pour un poste de gardien de nuit dans un centre de recherche inoccupé. D'après ce que je savais au moment de postuler, le centre n'avait plus été utilisé depuis l'été 2016, il y a 10 ans. Je ne savais pas à quoi il servait. Et d'ailleurs, je ne le sais toujours pas vraiment aujourd'hui. Le poste payait absurdement bien. Et tout ce que j'avais à faire, c'était rester assis dans une salle d'observation et regarder les images de vidéosurveillance de 3 couloirs. Toutes les heures, ma seule tâche était de consigner le comportement du couloir. Et par comportement, j'entends les lumières, la température, les intrus, s'il y en avait. Tout ça ne prenait que 5 minutes et me laissait largement le temps pour mon roman. C'était le poste parfait. Sauf que, bien sûr, ça ne l'était pas. Je ne serais pas là à vous parler si ça l'avait été. Le poste était de minuit à 7 heures du matin. Des horaires plutôt raisonnables, si vous voulez mon avis. Le contrat ne faisait que 6 pages. 5 contenaient les clauses standards d'emploi. La 6e page listait 8 règles que je devais suivre. Règle 1. Ne pas s'endormir. Règle 2. Ne jamais, en aucune circonstance, quitter la salle d'observation entre 2 heures et 4 heures du matin. Il y a des toilettes dans la salle si besoin. Règle 3. Ignorez toute annonce diffusée par l'interphone. Vous êtes seul dans les locaux. Règle 4. Si vous entendez des coups frappés à l'intérieur du bâtiment, continuez à rédiger votre rapport comme si de rien n'était. Règle 5. L'expérience s'est officiellement terminée le 14 juillet 2016. Règle 6. Si quelqu'un vous dit le contraire, cette personne fait partie de l'expérience. Règle 7. Si le haut-parleur annonce « Essai 482 début », fermez immédiatement les volets occultants. Règle 8. Si quelqu'un demande à être libéré, c'est qu'il l'a déjà été. C'est là que j'ai commencé à trouver toute cette histoire suspecte. Je pensais que l'expérience était déjà terminée. Mais voilà que ces gens m'informaient indirectement que ce n'était pas le cas. Je ne voulais pas me retrouver mêlé à une histoire de violation des droits humains contraire à l'éthique. Mais j'avais désespérément besoin de temps et d'argent. Ma conscience a fini par céder et mon travail a commencé. Je suis resté dans cette salle d'observation contre mon meilleur jugement. À exactement 2h17, les cris commençaient. Puis une annonce. Essai 482, début. Alors je fermais les volets et devenais imperméable à ce qui se passait dehors. Chaque matin, mon superviseur, Jeff Parsons, c'est le nom qu'il m'a donné mais je n'ai aucun moyen de le vérifier, entrait à 7 heures précises et demandait « Est-ce qu'elle connaissait ton nom ?» Je secouais la tête pour dire non et il hochait la tête et disait au revoir. Ça s'est passé ainsi pendant la majeure partie de 13 jours. Le 14e jour, tout a mal tourné. Et c'était hier soir. À exactement 2h17, les cris ont commencé comme d'habitude. Mais cette fois,
j'ai pu entendre mon propre nom. C'était déformé, distordu, mais indéniablement mon nom. J'étais déjà terrifié à ce stade, mais exactement 1 minute plus tard, à 2h18, les cris se sont arrêtés. Mais les cris ne s'étaient jamais arrêtés avant. À 2h19, quelqu'un a frappé. Mais vraiment frappé, quoi. À la porte de la salle d'observation. J'ai attendu l'annonce sur l'interphone pour pouvoir fermer les volets et me cacher. Mais à 2h20, la seule chose diffusée sur l'interphone fut « Défaillance de l'observateur détectée ». À ce moment-là, je me fichais complètement des règles. J'ai quand même essayé de fermer les volets, mais ils étaient coincés. Je me suis retrouvé exposé à tout ce qui se passait dehors, alors que je ne regardais pas. Il y avait un incendie dehors, mais il semblait éphémère. Mon intuition me disait que c'était le cas. Des scientifiques couraient partout. Des sujets d'expérience couraient partout, tous hurlant à plein poumon. À 2h21, une femme a couru jusqu'à la vitre et a commencé à taper dessus. J'ai crié. C'était comme si elle essayait de m'atteindre. Pas de s'échapper, de m'atteindre moi. « Tu es en avance », articulait-elle silencieusement. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose. Les scientifiques ne regardaient pas l'incendie. Ils regardaient au-delà de moi, derrière moi. Je me suis retourné si vite que je me suis fait un torticolis. Mais il n'y avait rien. Je me suis retourné vers la scène horrible dehors, mais tout le monde avait disparu. Personne n'était là. L'incendie s'était volatilisé, les gens aussi. J'étais de nouveau seul. De 2h24 à 7h du matin, j'ai fait des recherches obsessionnelles sur le centre de recherche. Après être tombé sur un obscur fil 4chan datant de 2020, j'ai découvert que l'expérience s'était réellement terminée le 14 juillet 2016. Tout le monde avait péri dans un immense incendie. C'est à ce moment-là que mon superviseur est venu me chercher, comme d'habitude, à 7h pile. « Est-ce qu'elle connaissait ton nom ?» a-t-il demandé. Et enfin, j'ai compris pourquoi il posait une telle question. J'ai répondu oui. Et son visage s'est crispé. « Je vois. Alors je suis vraiment désolé d'être porteur de mauvaises nouvelles, mais je démissionne, lui ai-je dit sans attendre qu'il finisse sa phrase. Je le lui ai dit simplement. Et je savais quelle était la mauvaise nouvelle. Et elle n'était finalement pas si mauvaise. Je n'aurais plus à travailler ici. J'ai emménagé de nouveau chez mon ex. Elle est compréhensive, uniquement parce que j'ai l'air tellement dévasté. Je ne sais toujours pas ce que j'ai vu cette nuit-là. Ma meilleure hypothèse, c'est qu'il s'agit d'un événement qui ne cesse de se répéter. Un événement qui refuse de devenir de l'histoire ancienne. Du moins, entre 2h17 et 4h du matin chaque jour. Ma meilleure hypothèse, c'est que je n'étais pas du tout là pour observer des couloirs. L'interprétation la plus cohérente est que le narrateur n'était pas embauché pour surveiller un bâtiment, mais pour servir d'observateur à un phénomène paranormal. L'incendie de 2016 ne s'est jamais vraiment terminé. Il se répète chaque nuit comme une sorte d'écho temporel. Les victimes ne sont pas seulement des fantômes, elles semblent conscientes de la présence d'un observateur extérieur. Tant que celui-ci reste anonyme et suit les règles, la boucle se déroule normalement. La question répétée du superviseur « Est-ce qu'elle connaissait ton nom ?» révèle le véritable danger. Si l'entité ou la victime te reconnaît personnellement, tu fais désormais partie de la boucle. Ton identité est intégrée au phénomène, ce qui explique pourquoi elle crie ton nom le 14e jour. La phrase « Tu es en avance » suggère aussi que le narrateur n'aurait pas dû être visible à ce moment-là. Selon moi, le centre de recherche ne protège pas un secret scientifique.
Il emploie des gardiens pour contenir un événement impossible à effacer, en s'assurant que quelqu'un surveille la boucle sans jamais interagir avec elle. Dès que cette séparation est rompue, l'observateur devient lui-même une cible et il est obligé de démissionner. Ce que le narrateur a d'ailleurs compris très vite.